Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le cadre de son webcafé juridique mensuel, votre CAPEP souhaite aborder le volet de la rémunération dans l'entreprise. Peut-on, dans le cadre professionnel, se satisfaire de la citation « La reconnaissance du travail bien fait est une récompense souvent plus appréciée qu'un salaire ». Certes non, aucun employeur ne saurait ériger cette expression comme principe pour son entreprise sans voir fondre ses effectifs qu'il a eu du mal à constituer. Dès lors, si l'expression existe tout salaire mérite travail, toute peine mérite salaire. Et il est judicieux de se demander comment fidéliser et conserver ses salariés en optimisant leur rémunération. Mais aussi comment le chef d'entreprise peut-il lui-même bénéficier de leviers financiers et en faire même bénéficier sa conjointe ou conjoint lorsqu'il travaille dans la même entreprise, et le tout dans un cadre fiscal et social avantageux. Alors, des solutions pour optimiser la rémunération existent par le biais de l'épargne salariale, de l'intéressement, de la participation. Pour nous en présenter tant les contours que le contenu, nous recevons Émilie Brochet, qui est chargée de clientèle assurance collective auprès de Groupama Nord-Est. Bonjour Émilie. Bonjour, bonjour à tous. Alors, vous qui êtes connectés, vous pourrez, comme c'est le cas d'habitude, tout au long de l'exposé, poser vos questions ou demandes de précision par écrit, auxquelles nous tenterons de répondre, surtout Émilie, en direct dans le cadre de ce webinaire. Donc, c'est à vous, Émilie. Faites-nous rêver. Alors, est-ce que ça fait rêver l'épargne salariale? Je ne sais pas, mais l'optimisation de la rémunération, oui, en général. Alors, l'épargne salariale, donc on va aborder ce sujet-là accroché en partie à l'intéressement et à la participation. On va, dans un premier temps, voir les grandes lignes de l'épargne salariale, son cadre fiscal, qu'est-ce que c'est, pour qui, comment ça fonctionne. On fera un petit zoom sur l'intéressement et la participation, qui sont deux choses qui, à la base, sont indépendantes de l'épargne salariale, mais qui s'optimisent par le biais de l'épargne salariale. Et enfin, jusqu'où les rémunérations peuvent aller par ce biais. On abordera également rapidement comment ça fonctionne en gestion financière, puisque c'est également quelque chose d'assez important, savoir sur quoi on place. Alors, l'épargne salariale. Aujourd'hui, il faut avoir conscience qu'on parle bien d'épargne qui se sépare en deux. C'est-à-dire que j'ai une partie d'épargne qu'on appelle le P2E, plan d'épargne entreprise, qui a un objectif d'épargne à moyen terme, et le PERCOL, qui est en fait de la retraite. Comment ça fonctionne? On a plusieurs modes de versement possibles sur ce type de placement en interne de l'entreprise. Soit je verse de façon volontaire, soit j'ai un intéressement qui est mis en place au sein de l'entreprise, auquel cas je peux verser par la prime d'intéressement, et également par la participation. Nouveauté également liée à la nouvelle législation de la loi Pacte, on va aussi pouvoir verser dessus les jours de repos et les congés CET non pris par les salariés. Bien évidemment, il peut y avoir un abondement de l'entreprise ou pas. Ce dispositif, il faut bien l'entendre, est à la base à disposition des salariés, mais étendu aux gérants d'entreprise. Donc, c'est là que va prendre tout l'intérêt de l'optimisation pour les revenus du dirigeant. Donc ça, c'est le fonctionnement de base. J'ai un plan qui est séparé en deux, avec deux types d'épargne différents et plusieurs types d'alimentation possibles. On rentrera dans le détail un peu plus tard de chacun de ces types de versements. Tout d'abord, le cadre fiscal et social, puisque c'est quelque chose quand même qui va être en partie alimenté par l'entreprise si elle le souhaite. Il faut savoir que l'avantage se sépare en deux. On va avoir le côté entreprise, sur lequel l'abondement, la participation ou l'intéressement vont être exonérés de charges sociales et également déductibles du résultat. Donc, effectivement, ça va être pour l'entreprise le levier fiscal le plus intéressant. Pour l'épargnant, et je le répète, ça va concerner autant les salariés que le chef d'entreprise,
La participation, l'intéressement, notamment, sont exonérés d'impôts à l'entrée et à la sortie. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, par ce biais, ça ne passe jamais par la case impôt sur le revenu. Il en va de même pour les CET qui, eux, sont exonérés à l'entrée, mais qu'on peut uniquement verser sur de la retraite. Pour ce qui est des versements volontaires, je vais quand même apporter une précision. Effectivement, ils ne sont pas imposés à l'entrée, mais ça paraît logique puisque ça vient de l'épargne personnelle. Donc, ces montants de versement personnel sur de l'épargne salariale ont déjà été imposés à un moment donné ou à un autre. Donc, bien évidemment, il n'y a pas de nouvel impôt dessus. Et mieux que ça, la nouvelle législation de la loi Pacte nous permet aujourd'hui, si on le souhaite, quand on verse sur de la retraite, un versement volontaire, on peut le défiscaliser à titre personnel. Donc, un salarié a son enveloppe de défiscalisation sur sa feuille d'imposition, tout comme un gérant quand, effectivement, il est à l'IR à titre personnel. Attention, hein, par contre, un avantage à l'entrée, un inconvénient à la sortie. Si je défiscalise sur mes revenus personnels à l'entrée, quand je récupérerai l'argent, ils seront imposés. Donc là, on a bien en fait un panel d'avantages fiscaux, que ce soit pour l'entreprise ou pour l'épargnant, qui commence un petit peu à parler quand on veut optimiser. N'hésitez pas à m'arrêter au fil de l'eau par des questions si vous avez besoin. Pour l'instant, on n'a pas. tout Parce paraît que je ne vois clair. pas. Hein. En fait, comme je ne vois pas, moi j'ai les... Non, mais je ferai le relais, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Pour l'entreprise, il faut aussi se dire qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de forfait social appliqué dès lors où on a moins de 50 salariés. Donc, ça, c'est aussi quelque chose d'important puisqu'il était de 20% ce forfait social. Aujourd'hui, quand une entreprise verse les abondements sur du P2E ou du PERCOL, un intéressement ou de la participation, eh bien, aujourd'hui, nous n'aurons pas ce forfait social à 20%. Donc ça, c'est également quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc pour l'imager, on verra tout à l'heure un petit schéma sur la prime versée, comment ça fonctionne, parce que du coup, on voit après le réel intérêt, notamment pour l'épargnant derrière. Alors, globalement, le cadre, on l'a compris, on peut clairement défiscaliser sur l'entreprise, ne pas être imposé lorsqu'on est l'épargnant. Il n'y a pas le forfait social. Maintenant, qui peut en bénéficier et comment ? Alors, le chef d'entreprise peut en bénéficier. Il y a quand même une condition, il doit avoir au moins un salarié. Pourquoi ? Parce que ce dispositif, à l'origine, est mis en place effectivement pour rémunérer les salariés. Par extension, le chef d'entreprise peut en bénéficier, condition, un salarié. Le conjoint ou le partenaire lié par le PACS, c'est-à-dire que par conjoint, on entend au sens quand même très classique, c'est marié ou pacsé. Le concubinage ne fonctionne pas. Par contre, il faut également un statut. Donc, soit le conjoint a le statut conjoint collaborateur, conjoint salarié ou conjoint associé. Je vais apporter une précision sur la partie conjoint associé. Conjoint associé n'est pas conjoint salarié. Ça veut dire qu'il nous faut bien un salarié en plus, tout comme le conjoint collaborateur. Donc ça, c'est une notion importante. Le conjoint, quand il est conjoint collaborateur ou associé, il faut bien quand même un autre salarié. D'accord, c'est comme le chef d'entreprise, il faut un autre salarié. S'il est gérant salarié, il ne peut pas en bénéficier. Tout à fait, parce que dans le cas présent, en fait, on va bien avoir sinon un détournement un petit peu justement de l'épargne salariale et de tous ses avantages, y compris pour l'intéressement. Et derrière, le risque est effectivement un rattrapage social et fiscal. D'accord. Donc ça, il faut être très vigilant. J'alerte toujours dessus parce que sur les entreprises familiales, c'est particulièrement intéressant de mettre en place ce genre de choses, hein, très clairement. Mais on doit bien avoir un salarié au sens légal. Et là, on parle bien notamment, il faut bien qu'il y ait le lien de subordination. Ça, c'est quelque chose de très important. Je le précise, pourquoi ? Parce qu'il arrive qu'on ait également des conjoints salariés, mais qui soient également associés. Donc, le conjoint salarié qui serait associé, s'il a un pouvoir de décision sur l'entreprise, s'il a l'autorisation de signature, de paiement de facture, de ce genre de choses, alors on n'a plus ce lien de subordination. Il a du pouvoir au sein de l'entreprise. Donc, au sens légal, même si c'est un conjoint salarié, ça ne répond pas aux critères de base du salarié.
D'accord, donc deux chefs d'entreprise associés, ça suffit pas. Il faudra toujours un salarié avec un lien de subordination, si Tout je à résume, c'est fait. ça? Donc ça, D'accord. c'est une notion extrêmement importante sur laquelle, effectivement, la législation commence à avoir un œil un peu plus vigilant. Il faut savoir que pour autant, un simple CDD ou un temps partiel, lui, va rentrer dans les effectifs salariés, sous condition de présence, etc., pendant un certain temps, puisqu'on voit que tous les salariés peuvent en bénéficier sur, ici, la dernière partie, quel que soit le type de contrat, CDI, CDD, apprenti, qu'ils soient en temps partiel ou en temps complet. Par contre, il faut quand même qu'il ait une ancienneté d'au moins 3 mois. D'accord? Donc, un intérimaire, alors je sais que dans le bâtiment, ce n'est pas comme dans le monde agricole ou viticole, hein, où on va avoir de façon classique des saisonniers, mais on peut avoir des intérimaires. Il faut bien qu'il y ait une ancienneté de 3 mois pour que le salarié puisse en bénéficier. C'est également le cas pour que le chef d'entreprise puisse en bénéficier. Donc, cette partie-là est très importante parce qu'on peut avoir un plan d'épargne entreprise mis en place sur lequel on va pouvoir verser 1 an ou 2. Et pour une raison X ou Y, la 3e année, on n'a plus de salariés dans l'entreprise. Il sera toujours existant, mais cette année-là, le chef d'entreprise ne pourra pas verser. Dès lors où il aura réembauché quelqu'un en CDD ou en CDI et qu'il y aura 3 mois d'ancienneté, à ce moment-là, le chef d'entreprise pourra reverser. Le plan est existant, il perdure tout le temps qu'on le laisse ouvert. Par contre, les versements ne peuvent se faire qu'en présence de salariés dans l'entreprise. Est-ce que cette partie-là est claire? Écoutez, on n'a pas de questions et même moi qui ne suis pas un spécialiste en la matière, j'ai tout compris. C'est parfait. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail du fonctionnement. Tout d'abord, du plan d'épargne entreprise appelé P2E. Ce P2E que l'on voit ici, c'est en fait de l'épargne de moyen terme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de l'épargne qui est bloquée 5 ans. Je place au 1er janvier 2020. À partir du 1er janvier 2025, je peux sortir le capital sans justifier de quoi que ce soit. Bien évidemment, comme on le voit juste en dessous, il y a quand même 10 cas de déblocage anticipé que l'on verra après, qui permettent de sortir l'épargne avant son terme. Comment ça se passe? Le salarié, le gérant, alimente ce P2E par le biais de l'épargne personnelle, par le biais de la participation ou par le biais de l'intéressement. À ce moment-là, si l'entreprise a décidé de mettre un abondement en place, ça va déclencher l'abondement de l'entreprise. Par exemple, j'ai un abondement à 100% par l'entreprise. Si le salarié verse 100 €, l'entreprise, elle, va verser 100 € en retour. C'est un levier de motivation pour les salariés, bien évidemment, de dire c'est une forme de récompense qui va permettre aussi à l'entreprise de défiscaliser. Les abondements peuvent aller très haut. On peut avoir des abondements qui vont jusqu'à 300% du versement effectué, dans la limite effectivement de 8% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit pour cette année à peu près 3 300 €. C'est exonéré de charges sociales. Alors attention, quand on dit exonéré de charges sociales, il y a quand même une petite chose qui restera toujours, c'est tout ce qui est lié à la CSG, CRDS. Ça, quoi qu'il arrive, on en trouvera. C'est exonéré d'impôt sur le revenu à la sortie pour l'épargnant et à l'entrée également quand ça vient de l'intéressement et de la participation, et c'est déductible du résultat pour l'entreprise, cet abondement. Ici, on parle des plafonds maximum. Les règles du jeu, c'est le chef d'entreprise qui les décide à la mise en place. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise peut dire je ne souhaite que l'abondement ne soit que de 50% du montant versé. Ou alors, je veux que ce soit à 300%, mais je limite le plafond de façon monétaire à 1 000 € par an. Donc, on met en place des règles du jeu qui sont à la fois pour protéger la trésorerie, effectivement, de l'entreprise, puisque quand on le met en place, après, c'est une obligation de le verser si le salarié verse, mais c'est aussi un moyen de s'assurer qu'on n'ait pas de débordement sur le sujet. Donc, on peut mettre en place à peu près toutes les règles du jeu possibles, d'autant plus si on a un intéressement ou une participation de mise en place. Donc voilà, c'est un moyen de sécurité pour le chef d'entreprise aussi.
Le PERCOL, donc là, on est clairement sur de la retraite. Ça signifie que l'argent, lui, qu'on va placer sur le PERCOL est bloqué jusqu'à la retraite. Bien évidemment, on a également des cas de déblocage anticipés qui sont un petit peu moins nombreux puisque, bien évidemment, l'objectif est la retraite. Et il faut savoir que, contrairement aux anciens contrats retraite que l'on pouvait connaître, en épargne salariale, quoi qu'il arrive, on choisit si on sort en rente à la retraite ou en capital. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. On va retrouver les mêmes modes de versement possibles, que sont les versements volontaires, la participation, l'intéressement. Et on va aussi ajouter à ça le compte épargne-temps et les jours de RTT ou congés non pris. Ça, c'est une petite spécificité qui s'est ajoutée et qui est quand même assez intéressante pour les entreprises qui ont des salariés, qui ont des stocks à utiliser, puisque ça va permettre de baisser le passif social. Donc ça, voilà, c'est aussi quelque chose qui peut permettre à un salarié de verser, s'il n'a pas les disponibilités à titre personnel en versement volontaire, et qui, de l'autre côté, va permettre à l'entreprise de baisser son passif social. Donc un double levier voilà, qui peut être intéressant. L'épargne personnelle, on voit versement volontaire déductible par défaut. Effectivement, je vais apporter une précision sur le sujet. Toute la nouvelle législation liée à la retraite n'impacte pas le plan d'épargne entreprise, mais va impacter le PERCOL, parce que c'est de la retraite et que du coup, elle a subi au passage toute la législation qui est tombée sur le sujet. Alors ici, c'est plutôt un avantage qui a été mis en place, puisque quand on verse de l'épargne personnelle, on a le choix effectivement de défiscaliser ou non. À titre indicatif, on sait si on a des plafonds de défiscalisation à titre privé sur sa feuille d'impôt. Sur le dernier volet de l'avis d'imposition, on va trouver la réserve de défiscalisation de retraite sur 3 ans. Donc, on l'a tous, que l'on soit salarié, chef d'entreprise, on a tous cette partie-là qui nous dit, voilà, vous pouvez défiscaliser tant cette année. Donc ça peut être intéressant quand on commence à avoir un niveau d'imposition un peu plus élevé à titre personnel, et notamment pour les gérants, ça peut être un double levier. Je défiscalise sur mon entreprise, mais je peux aussi défiscaliser à titre privé. Bien évidemment, toujours pareil, là par contre, si on fait un cadeau à l'entrée, la sanction, entre guillemets, tombe à la sortie, je suis imposable à la sortie. Pour l'entreprise, on va avoir l'abondement, toujours pareil, si elle le souhaite, toujours jusqu'à 300% maximum du montant versé. Par contre, on va constater qu'ici, le plafond, il est quand même 2 fois plus haut. C'est-à-dire que là, j'ai un plafond à 16% du plafond annuel de la sécurité sociale. L'entreprise peut verser jusqu'à 6 581 € d'abondement. Donc là, très clairement, on commence à parler de montants très importants. Alors, pareil, on choisit les règles du jeu à l'entrée, mais d'un autre côté, pour un chef d'entreprise, si on commence à accumuler le versement de l'épargne en P2E et en PERCOL, globalement, un chef d'entreprise peut avoir jusqu'à 13 000 € de placés par an et qui va pouvoir défiscaliser en entreprise et à titre perso. Donc là, il y a un vrai sujet. Existe aussi également le versement unilatéral de l'entreprise. Ça, il est intéressant parce qu'il est également défiscalisable pour l'entreprise et surtout, il est au bon vouloir de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en aucun cas, il n'est déclenché par un versement personnel du salarié. C'est-à-dire que ce n'est pas le salarié qui, en versant, va déclencher l'abondement, c'est bien le chef d'entreprise qui dit « je verse à mon salarié de façon de décision unilatérale de mon côté un montant sur sa retraite ». Ça peut être sous forme de prime, par exemple, c'est ça? Tout à fait. En fait, on est vraiment sur un placement retraite pour le salarié qui est totalement maîtrisé par l'entreprise. C'est une prime, en fait, mais retraite. Mais c'est le salarié qui va décider au départ si il va opter pour l'option retraite ou pour l'option placement qu'on a vu avant avec le PE. Alors, quand on va parler de l'épargne salariale P2E PERCOL, effectivement, le salarié choisit sur quoi il verse. Et à ce moment-là, l'abondement se déclenche. Pour le versement unilatéral, c'est différent. Ce n'est pas le salarié qui décide, en fait.
Pour ce versement unilatéral, c'est l'entreprise qui décide de le faire. Oui, mais alors, je continue. Du coup, ma question, est-ce que le salarié qui aurait opté pour un PEE, là, on se retrouve, est-ce que le versement unilatéral de l'entreprise peut se faire par l'ouverture, j'allais dire automatique, d'un PERCOL par l'entreprise au profit du salarié? Alors, il faut que le PERCOL soit ouvert parce que ça n'existe que sur le P2E. Alors, je n'ai pas précisé une chose au départ, c'est qu'aujourd'hui, on peut ouvrir séparément le P2E et le PERCOL, ce qui ne se fait quasiment pas. Pourquoi ? Parce que un chef d'entreprise a en général besoin de l'enveloppe totale, sachant que les salariés en général ne vont utiliser que le P2E. Je ne sais pas si je suis claire. Est-ce que ça répond déjà à la question ? Oui. Ah oui, tout à fait. Parce que du coup, en fait, il faut comprendre qu'on est sur deux types de produits différents. L'épargne salariale, c'est bien deux contrats possibles. Soit on n'en ouvre qu'un seul, soit on ouvre les deux. En réalité, c'est une fausse question, entre guillemets, de se demander qu'est-ce que j'ouvre, est-ce que j'ouvre un ou deux. L'entreprise, on va en général lui faire ouvrir les deux. Chaque année, après, les personnes décident sur quoi elles versent. D'accord. Parce que ça n'est absolument pas une obligation. Un salarié qui va dire « ouais, bah, c'est bien, mon patron, il a mis ça en place. Par contre, moi, je m'en fiche. Je veux pas sortir de l'argent personnel. Il n'est pas obligé de verser. C'est une mise à disposition. Par contre, si le salarié verse, l'entreprise est obligée d'abonder. Dans le cas du versement unilatéral, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On va vraiment avoir le chef d'entreprise qui prend la décision de faire un versement sur la partie retraite de l'épargne salariale pour le salarié. Elle n'a pas besoin de l'accord du salarié. Par contre, si elle le fait à un, elle le fait à tous. Ah oui, il faut faire à tous. Bah oui, remarquez, c'est normal. C'est l'équité. Principe de l'équité. Ouais. De toute façon, il y a des règles sur tout ce qui va à la base être créé pour les salariés et dont peut disposer le chef d'entreprise, c'est que quoi qu'il arrive, on doit avoir un respect de l'équité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas privilégier un salarié plus qu'un autre. Pour autant, on sait aussi, alors par expérience, là, que globalement, tous les salariés ne versent pas dessus parce que beaucoup n'en voient pas forcément l'intérêt, malgré qu'on puisse leur expliquer. À choisir, ils préfèrent une prime en direct sur la fiche de paye imposée plutôt qu'un dispositif où on va dire tu mets tant sur ton épargne salariale, moi je te donne tant et tu le récupères dans 5 ans. Voilà. Donc, c'est un dispositif qui va servir effectivement à pas tous les salariés, même s'ils peuvent tous en disposer. Donc, le versement unilatéral permet éventuellement de donner une prime à tous sans se poser de questions. C'est toujours exonéré de charges sociales, toujours exonéré d'impôt sur le revenu à la sortie et toujours déductible du résultat. Est-ce que c'est à peu près clair pour le PERCOL ? Parce que c'est un peu plus complexe parce qu'il y a plus de choses et plus de fonctionnement. Ça me paraît aussi. Toujours pas de questions. Vous pouvez continuer. Bon, par défaut. Alors, on a parlé des cas de déblocage. Donc, effectivement, on part bien d'un principe que c'est de l'épargne qui est bloquée sur 5 ans sur le P2E et à la retraite pour le PERCOL. Clairement, il y a quand même des cas de déblocage que l'on va trouver nombreux quand même sur le P2E. Alors, on a la partie plutôt bonne nouvelle et on a la partie malheureusement moins bonne nouvelle, mais notamment lorsqu'on se marie, lorsqu'il y a la naissance du 3e enfant, on va pouvoir débloquer l'argent sur le P2E sans attendre les 5 ans. Le divorce, les violences conjugales, une invalidité déclarée, un décès du bénéficiaire, mais aussi du conjoint. Là, donc, le côté un peu plus dramatique, où on va pouvoir aussi déclencher. On va avoir la partie acquisition de la résidence principale, l'agrandissement ou la remise en état suite à une catastrophe naturelle. Ça, le P2E le prévoit aussi. On va avoir également tout ce qui est lié plutôt à la profession, donc rupture d'un contrat de travail, création ou reprise d'une entreprise pour quelqu'un qui voudrait se mettre à son compte ou une situation de surendettement du salarié. Donc, ça laisse quand même les bonnes et les mauvaises nouvelles, certes, mais ça laisse quand même une marge de manœuvre importante pour sortir de l'épargne salariale ou du moins du P2E. Pour le PERCOL, il y en a moins, bien évidemment. Et là, on est principalement sur des choses dramatiques, donc l'invalidité, le décès, la situation de surendettement, fin de droit au chômage ou cessation d'activité non salariée pour un chef d'entreprise qui passerait en liquidation judiciaire.
La bonne nouvelle, c'est que pour l'acquisition de la résidence principale, on peut également maintenant débloquer la partie retraite. Une question qui m'est souvent posée pour les salariés, rupture du contrat de travail, je quitte mon entreprise, est-ce que je peux récupérer mon argent? Oui, dans le cadre du P2E, je peux le récupérer. Dans le cadre du PERCOL, c'est un contrat qui sera toujours existant jusqu'au départ en retraite du salarié. Donc voilà. Ça, c'est des choses qui sont quand même relativement souples et qui permettent que c'est une épargne bloquée, mais pas trop quand même. Alors, l'exemple de la prime pour un salarié, parce que là, c'est vision salarié, mais c'est vrai qu'on voit qu'en temps normal, si on verse une prime de 1 500 € à un salarié, clairement, enfin, une entreprise doit sortir 1 500 € pour verser une prime au final de 540 € aux salariés. Pourquoi? Parce que j'ai des charges patronales, j'ai des charges salariales, l'impôt, puisque cette partie est imposable, et au résultat, le salarié ne va toucher que 540 €. Donc, on voit qu'il y a une grosse déperdition quand même de la prime entre ce que doit payer l'entreprise et ce que va toucher le salarié. Quand on passe par le biais de l'épargne salariale, si l'entreprise verse 1 000, le salarié bénéficiera d'à peu près 900 €. On a toujours la partie CSG, CRDS qui fait qu'effectivement, on va avoir toujours ces 9,7% de présents qui seront forcément déduits. Donc là, visuellement, on constate quand même que quand on doit récompenser un salarié, très clairement, la méthode la plus avantageuse pour l'entreprise comme pour le salarié, ça reste de passer par l'épargne salariale. C'est clair, oui. Donc là, on a parlé principalement du fonctionnement de l'épargne salariale, on a parlé des cas de déblocage, des possibilités. Alors, on pourrait rentrer encore plus dans le détail dans le fonctionnement, mais honnêtement, ça se fait au cas par cas puisque, comme je l'expliquais, on peut faire énormément de règles au final. Et ça, ces règles-là vont dépendre à chaque fois de la situation de l'entreprise et du souhait du chef d'entreprise. Puisque aujourd'hui, bien évidemment, on doit informer les salariés de la mise en place d'épargne salariale, donc ils doivent signer un accord, enfin, ils signent, entre guillemets, une liste d'émargement disant qu'ils sont informés, mais l'entreprise peut la mettre en place de façon unilatérale, en fait, cette épargne salariale. Donc aujourd'hui, voilà, on fait au cas par cas et on fait quasiment du sur-mesure les montages d'épargne salariale dans les entreprises. Donc, je ne rentre pas plus dans le détail parce qu'après, voilà, c'est à chaque entreprise son fonctionnement. Et ça va être le cas également pour, là, on va passer à l'intéressement. C'est pareil. L'intéressement aujourd'hui, c'est du montage qui se fait sur mesure en fonction des entreprises. Globalement, l'intéressement, c'est purement et simplement un outil de motivation des salariés qui va bénéficier également au chef d'entreprise. C'est pour ça qu'on en parle aussi aujourd'hui. Là, comment ça se passe? On décide d'un accord entre l'entreprise et les salariés, disant aujourd'hui, on va fixer des objectifs en termes de chiffre d'affaires à atteindre, de rentabilité à atteindre, de réduction de frais à atteindre. Et si on a ces objectifs, si on les atteint, alors moi, entreprise, je vais verser une prime par le biais de l'intéressement à mes salariés. Effectivement, ça se budgétise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même un plafond, une enveloppe maximum qui est de 20% de la masse salariale annuelle brute. Donc, il y a un maximum. On définit des critères. Voilà, je les ai cités, le résultat, l'augmentation du chiffre d'affaires. On décide d'une répartition, c'est-à-dire est-ce que je la verse proportionnellement au salaire de chaque salarié ou au temps de présence ou tout le monde pareil, ou les trois. C'est-à-dire qu'on peut avoir un mix des choses. Ça complexifie le calcul. Ça, après, les comptables sont capables de le faire. Mais on peut mettre plusieurs critères comme ça. Et comment on distribue la prime? En fait, la prime, elle est importante puisqu'elle peut aller quand même jusqu'à 75% du plafond annuel de la sécurité sociale. Le plafond annuel, il est à 41 000 €. Donc, ça avoisine les 30 000 €. Donc, c'est des primes qui peuvent être très importantes. On peut percevoir la prime sur fiche de paye, auquel cas, elle sera imposée.
ou on peut le faire passer par l'épargne salariale, auquel cas, il n'y a pas d'impôt. Aujourd'hui, on peut également décider sur un accord d'intéressement de dire si le salarié ou le chef d'entreprise verse tout ou partie de sa prime d'intéressement sur l'épargne salariale, l'entreprise va verser un abondement. 300% maximum, et on retrouve encore les plafonds de 8% du plafond annuel de la sécurité sociale sur le P2E, 16% sur le PERCOL. Donc, on voit que c'est quelque chose qui se cumule. Donc là, c'est pareil, ça commence à être intéressant, vision chef d'entreprise pour lui à titre un peu plus personnel, puisque en gros, je peux faire un versement volontaire, avoir un abondement, mais je peux aussi faire un intéressement et avoir de l'abondement sur l'intéressement avec des plafonds qui vont venir se cumuler. On le verra ultérieurement, le tableau complet de ce qui peut être additionné en versement, et vous verrez, il est assez impressionnant. L'intéressement est quelque chose qui est monté par le chef d'entreprise, avec l'aide évidemment du comptable et de l'assureur qui va proposer éventuellement le plan d'épargne entreprise et le PERCOL pour mettre les critères, pour mettre les montants. Donc, le comptable et l'assureur vont devoir quand même conseiller le chef d'entreprise sur le montage. Dans tous les cas, cet accord, de toute façon, doit être déposé à la directe et validé par la directe. D'accord ? Parce que, effectivement, on doit bien vérifier que l'équité est respectée, que les critères sont cohérents et atteignables, parce que, effectivement, si on met des critères qui sont inatteignables, on aura un intéressement, mais qui ne servira jamais. Là, on aborde des montants très importants. On parle de 20% de la masse salariale, de 75% du PAS en versement de primes maximum. Pour autant, on peut très bien avoir un intéressement qui dit si j'atteins 50% de l'objectif fixé, je verse 500 € par salarié. Si j'atteins 100% de l'objectif fixé, je verse 1 000 € par salarié. Si je suis en dépassement, je verse 1 500. Ce qui est déjà quand même pas mal. Et voilà, derrière, dire si jamais le salarié le verse sur l'épargne salariale, j'abonde à 100%. Et là, on est déjà sur des montants qui sont plus abordables sur une trésorerie et qui, derrière, peuvent totalement être défiscalisés. Cet accord, je pourrais en montrer un exemple à la fin du déroulé. C'est très simple, hein, on vous les fournit entre guillemets. Tous ceux qui vendent de l'épargne salariale sont en capacité de vous fournir des supports pour vous aider à les construire et derrière validés par le comptable. Je vous en montrerai un, c'est relativement simple. Et pareil, on va l'adapter sur mesure à chaque entreprise. Est-ce que cette partie-là est claire? Pas de questions? Non, pas de questions. Donc là, on est très libre sur le montage. On va passer sur la participation qui, là, est un petit peu moins libre. La distribution d'une partie des bénéfices de façon annuelle par l'entreprise aux salariés. Là, pour le coup, ce n'est pas l'entreprise qui va décider de la formule de calcul. C'est-à-dire que c'est une formule de calcul légale qui est prédéfinie et le chef d'entreprise le met en place ou non. Il existe pour autant des formules dérogatoires. Toute formule dérogatoire doit bien évidemment être validée également. Ce n'est pas une décision unique du chef d'entreprise. Pour le coup, alors là, je vais parler pour Groupama. Chez nous, nos 4 formules dérogatoires proposées sont déjà prévalidées. Donc, il n'y a pas besoin de repasser par la case droit du travail pour refaire valider. Là, nous, elles sont déjà prévalidées. Pour autant, on doit quand même demander l'accord derrière à chaque mise en place de participation. On va retrouver les mêmes modes de répartition que pour l'intéressement, c'est-à-dire en proportion du salaire, du temps de présence ou de façon uniforme. Là encore, on va retrouver le même mode de distribution, 75% du plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire. Et à chaque fois, ça peut être payé directement sur la fiche de paye, auquel cas on passe par la case imposition, ou alors on passe par l'épargne salariale, et à ce moment-là, c'est exonéré d'impôt.
même principe également. On peut avoir un abondement et toujours dans les mêmes limites que sont les 8% du pass et les 16% du pass. C'est encore cumulable, c'est-à-dire que je peux cumuler un intéressement et de la participation. C'est possible. On est quasiment sur le même principe de fonctionnement. La seule chose, c'est que l'intéressement va être davantage pour la motivation des salariés et là, beaucoup plus libre dans le montage du fonctionnement par le chef d'entreprise. La participation va être davantage sur le partage des profits. Alors, indirectement, c'est également une motivation. Mais là, ça permet notamment sur des entreprises plus familiales de pouvoir se servir une rémunération supplémentaire. Alors, bien évidemment, hein, j'ai un salarié, je dois également l'emmener à la participation. On a vu que ça pouvait être par rapport à la proportion des salaires. Donc, ça peut être un très bel outil pour le chef d'entreprise. Plus intéressant d'ailleurs sur une structure familiale qu'un intéressement. Et là, on va voir nos possibilités qui sont quand même assez impressionnantes, puisque très clairement, par an, on peut avoir jusqu'à 71 576 € de récupérer défiscalisable sur l'entreprise. Et si ça passe par l'épargne salariale, non imposable à la sortie. C'est énorme. C'est énorme. Alors attention, on est sur les montants maximum, bien évidemment. Et on a vu également que si je suis à 300% d'abondement sur le P2E et sur le PERCO, je dois cet abondement aux salariés. C'est pour ça que les règles du jeu peuvent être définies par écrit de façon très claire pour pas qu'on en arrive à de tels montants quand on a 3, 4, 5 salariés, qu'il n'y ait pas de débordement. Pour autant, bien utilisé, pour un chef d'entreprise, il en a le droit autant que son salarié. On voit qu'on peut aller chercher des rémunérations par an qui seront nettes d'impôts au final quand on les sortira de l'épargne salariale, qui sont impressionnantes. Il n'y a toujours pas de réaction? Ah non, ils sont sans voix là, ils sont subjugués En général, par ça les laisse sans chiffres. voix. Donc, je vous donne quand même l'exemple. Si j'ai monsieur chef d'entreprise, madame conjoint salarié et que j'ai un autre salarié, là, on rentre dans des structures, ou même 2 salariés, hein, où on peut, franchement, si on le souhaite, aller chercher pour le gérant et sa conjointe des montants très intéressants en récompensant les autres salariés qui, on le sait également, ne vont pas forcément pouvoir aller chercher les plafonds d'abondement parce qu'en trésorerie, ce ne sera pas forcément possible pour eux, ou alors parce qu'ils sont jeunes, préféreront mettre un petit peu sur l'épargne salariale, mais toucher sur fiche de paye un intéressement ou une participation. Globalement, on le sait, hein, psychologiquement, un salarié, alors je fais de la généralité, hein, ça reste toujours au cas par cas, mais globalement, la majorité du temps, la sensation d'un salarié, c'est si je l'ai sur ma fiche de paye, je l'ai tout de suite. Et voilà, ils n'utilisent pas forcément les outils mis à leur disposition, ce qui est dommage hein, parfois pour eux, mais qui du coup voilà, font que le chef d'entreprise peut en bénéficier quand même. Et puis voilà, on sait que ce n'est pas non plus ce qui va coûter le plus cher à l'entreprise au final quand c'est versé pour les salariés. Et quoi qu'il arrive, ça défiscalise. Ça n'a pas encore été précisé là, mais bon, lorsqu'il y a le versement, il ne peut y avoir qu'une partie qui est placée et l'autre qui est utilisable, j'allais dire, tout de suite par versement sur la paye Tout du à mois. fait. C'est-à-dire que l'intéressement et la participation, quoi qu'il arrive, c'est au choix du salarié. C'est-à-dire que lorsque le chef d'entreprise doit verser, il y a des documents spécifiques qui sont remis aux salariés de dire ben voilà, l'intéressement va être versé, la participation va être versée. Tu choisis quoi? Est-ce que tu veux tout sur ta fiche de paye? Est-ce que tu veux un bout sur de l'épargne salariale? Est-ce que tu veux la totalité sur l'épargne salariale? Donc ça, effectivement, c'est un choix chaque année de la part du salarié.
clairement, de toute façon, ça, c'est aussi une question très importante, hein. Quand moi, je rencontre des entreprises, je pose toujours la question de savoir, voilà, monsieur le chef d'entreprise, c'est vous qui connaissez vos salariés. Comment fonctionnent vos salariés? Quelles sont un peu les situations de vos salariés? Est-ce que si demain, vous versez un abondement, si vous versez un intéressement, est-ce que globalement, vous savez comment ça va réagir en face? Est-ce que vous savez que vos salariés, ça va être compliqué de les faire verser parce que ça ne les intéresse pas, ils ont des enfants en bas âge, ils sont en cours d'acquisition d'une maison, ou alors ils sont à 2 ans de la retraite. Enfin, je pose ces questions-là parce que ça va être important dans le montage de ce qu'on va faire. Parce que derrière, il y a quand même toujours l'idée de donner un avantage et une rémunération aux salariés, mais oui, surtout aux chefs d'entreprise aussi, mais sans mettre en péril la demeure. C'est-à-dire qu'on doit protéger la trésorerie de l'entreprise. Donc, il y a tout un processus vis-à-vis de ça, de dire, voilà, si demain vous versez un intéressement, à votre avis, globalement, ça va se passer comment? Et tous les ans, on en reparle, puisque clairement, les critères de l'épargne salariale sont modifiables par avenant tous les ans. C'est-à-dire, une année, le chef d'entreprise peut dire je vais tester à 300% et voir comment ça se passe, si ça ne met pas trop en péril ma trésorerie, comment réagissent les salariés. Ça ne s'est pas super bien passé la première année. La deuxième année, on peut supprimer l'abondement ou de le mettre qu'à 100%. Aujourd'hui, l'intéressement et la participation sont des accords qui précédemment étaient forcément de 3 ans à tacite reconduction, notamment. Aujourd'hui, ils ne peuvent être que d'1 an. Et d'abord, c'est presque conseillé. C'est-à-dire, on essaye une année, si ça fonctionne bien, on recommence l'année suivante, etc. Et ils peuvent être modifiés d'année en année. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est devenu encore beaucoup plus souple pour que ce soit aussi adapté chaque année à la situation financière de l'entreprise. Donc ça, c'est un critère important parce que c'est souvent quelque chose, ça donne envie d'aller chercher cette défiscalisation qu'on voit sous les yeux et ces montants placés. Et d'un autre côté, on a toujours cette un peu angoisse des chefs d'entreprise de dire oui, mais ça fait beaucoup si jamais tous mes salariés versent et comment ça se passe, etc. Donc, il faut bien avoir conscience qu'aujourd'hui, tout est fait pour aussi protéger le chef d'entreprise contre éventuellement certains débordements. Si c'est bon pour tout le monde et que je n'ai pas de questions, on va aborder la partie qui est la gestion financière. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est forcément les éléments Groupama, mais c'est pour vous donner les grandes idées de comment fonctionne l'épargne salariale. Parce que globalement, de toute façon, on va tous être un peu sur le même fonctionnement, ce qui va différencier les différents intervenants sur ce marché. Ça va être le nom des fonds de placement et voilà, les frais liés au dossier, etc. Et ça, je ne l'aborderai pas. Mais par contre, la gestion financière se fait toujours de façon à peu près identique chez tout le monde. Automatiquement, c'est des fonds de placement qu'on appelle fonds communs de placement d'entreprise, des FCPE. On peut voir sur le graphique le niveau de risque de placement et le type de placement, court terme, moyen terme, long terme. En gros, plus je place à court terme, plus on va passer sur du sécurisé, plus je place à long terme, plus on va aller chercher des choses qui vont avoir une bonne rentabilité. En gros, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y en a pour tout le monde. De celui qui veut une épargne extrêmement prudente à celui qui veut vraiment de la rentabilité, on va pouvoir proposer énormément de fonds. Dans la pratique, ça, c'est quelque chose qui se choisit tous les ans. Ce n'est pas parce qu'une année, j'ai dit je vais placer sur du prudence que l'année suivante, je vais placer sur la même chose. L'année suivante, je peux aller placer sur autre chose, etc. On peut également changer de mode de placement en cours d'année, faire des arbitrages. Ça, c'est... Oui, faire un mix aussi. Et j'ai le droit de faire un mix. Je peux dire je mets tant de pourcents sur ce fonds, tant de pourcents sur celui-ci et tant de pourcents sur celui-ci. L'année suivante, je fais l'inverse. Enfin, c'est très, très libre. Tous les ans, en fait, alors là, je vais parler pour ma maison, dans le fonctionnement, personnellement, je passe tous les ans et tous les ans, je fais le point avec les épargnants. Vous versez dessus, ok, vous voulez placer sur quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez suivi un petit peu. On fait le point. C'est important parce qu'il y a des questions à se poser. C'est à quoi est destinée l'épargne?
combien de temps vous souhaitez le placer. C'est-à-dire que si vous placez sur le plan d'épargne entreprise, c'est-à-dire à 5 ans, est-ce que vous souhaitez le sortir au bout de 5 ans ou l'objectif, c'est de le garder le plus longtemps possible? Et vous êtes quel type de placeur? Dans votre vie privée, ce que vous faites avec votre banque sur vos comptes bancaires, vous êtes plutôt allé chercher de la rémunération ou je fais l'écureuil et surtout je place, même si ça ne rend pas beaucoup, je veux surtout que ce soit sécurisé. Et ça, c'est un point, c'est vraiment des questions qu'on se pose chaque année. Bien évidemment, voilà, il y en a pour tout le monde, ça reste très confidentiel. Hein. C'est-à-dire que chacun fait les versements de façon indépendante. Et quel que soit le support, même si on est sur quelque chose de, j'allais dire, relativement sécurisé, tout est dans le relativement, c'est-à-dire qu'il y a toujours quand même un risque de perte, même dans les cas les plus sûrs. Alors, tout à fait. Il faut bien séparer deux choses. La première, c'est que l'épargne totalement sécurisée n'existe que sur les livrets bancaires. Ça, il faut en avoir conscience. Ou alors des fonds garantis très spécifiques sur du placement d'assurance vie, et encore, ça n'existe quasiment plus. Là, on est sur de l'épargne qui peut s'assimiler à du PEA, de la retraite individuelle, de l'assurance vie hors placement garanti. Ça signifie que quoi qu'il arrive, le placement n'est jamais garanti. C'est très important. L'épargne garantie, c'est les livrets A, livrets de développement durable, tout ce genre de choses, de livrets d'épargne populaire. Tout le reste, ça ne sera jamais de l'épargne garantie. Alors attention, hein, là on parle d'épargne qui est de l'épargne salariale, de l'épargne sur 5 ans et surtout de l'épargne retraite quand on parle du PERCOL. Donc on est sur des choses qui sont sur du moyen long terme et qui, même si dans leur vie vont beaucoup bouger, effectivement, alors là je vais parler plus d'expérience, sur les 14 dernières années que j'ai passées à Groupama, l'épargne salariale, c'est arrivé qu'elle rentre du 1 ou 2%, c'est-à-dire très peu, mais globalement, sur du long terme, ça rend toujours beaucoup plus. Mais ça n'est pas garanti. Et ça, il faut en avoir conscience. Par contre, on est sur des fonds communs de placement en entreprise. Ça veut dire que c'est des fonds qui sont gérés de telle sorte qu'on va optimiser. Si on voit que des fonds perdent, les gestionnaires de cet argent, automatiquement, vont les replacer sur des choses qui ne perdent pas. Donc, comme c'est géré dans un fonds commun, l'objectif n'est pas de perdre. Donc, les pertes, même quand il y en a, sont très limitées et remontent en général. Alors là, c'est la question que j'allais vous poser, Émilie. Donc, je suis nul en gestion des instruments financiers. Qui s'occupe des arbitrages pour éviter que je perde trop? Alors, il y a des arbitrages en interne, c'est-à-dire que quand je choisis, par exemple, on va prendre le GER Prudence, là, je ne sais pas si vous voyez avec ma souris, je choisis ce fonds de placement. À l'intérieur, on va retrouver plusieurs types de choses. On va retrouver des actions, des obligations, du monétaire, on va retrouver plusieurs choses, d'accord? À partir de là, c'est bien le détenteur, et chez nous, c'est Groupama Épargne Salariale avec Asset Management qui va gérer cette partie-là, qui va s'occuper en interne de faire les arbitrages pour que ça ne perde pas. Donc, ce n'est pas vous, épargnant, qui derrière allez devoir gérer ça. Bon, c'est déjà plus rassurant. Oui. Okay. Et ça l'est d'autant plus que je vais passer sur la slide suivante. Sur le PERCOL, donc là, c'est de la retraite, et ça n'existe que sur la retraite, ce type de choses. Nous avons la gestion pilotée. Et là, c'est encore mieux, puisque derrière, on va choisir un placement prudent, équilibré ou dynamique. Mais quoi qu'il arrive, le mode de placement est le suivant. Plus je me rapproche de la retraite, plus le fonds de placement va être placé sur des choses sécurisées. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver chez tous les acteurs qui vendent de l'épargne salariale, puisque c'est quelque chose que de toute façon, la loi nous oblige à avoir aussi. Mais c'est très important parce que ça veut dire que quand vous placez votre argent sur le PERCOL en gestion pilotée, vous ne gérez pas. Par contre, on gère pour vous. Et pour le coup, là, il y a des règles quand même assez précises. L'objectif étant la retraite, ça doit être une épargne complémentaire pour la retraite des salariés ou du gérant. Donc, on a des objectifs de rentabilité qui ne sont pas énormes, mais surtout, on a des objectifs de perte qui sont très faibles. C'est-à-dire, on doit jouer dans une certaine
on a une certaine marge de manœuvre. On ne doit pas perdre plus de temps et on ne doit pas gagner plus de temps. L'objectif étant de sécuriser l'épargne. Et ça, pour les personnes qui ne suivent pas leur placement, c'est très important parce que pour le coup, voilà, c'est là où on va aussi se différencier d'un acteur à un autre. On le verra après, mais effectivement, nous, Groupama, on va être labellisé label d'excellence 2021 et on va voir pourquoi, mais pour le coup, c'est bien pour notre façon de gérer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est très important de s'informer auprès de qui on place son argent. D'accord ? Et quand on reçoit les labels, c'est les hautes autorités de contrôle, etc., qui vont délivrer ce genre de choses. Donc, automatiquement, c'est très important de savoir chez qui on place son argent. C'est ça qui va différencier. Hein. D'accord. Les fonctionnements vont rester les mêmes. Ça, c'est la partie un peu plus technique. Et pareil, là, cette partie-là s'approfondit avec chaque épargnant et à la demande également. Si je devais résumer ce qu'est l'épargne salariale, clairement, c'est une solution qui est, alors, on a des jolis carrés souples à la main du dirigeant et je vais appuyer là-dessus, c'est à la main du dirigeant, c'est-à-dire il y a tellement de souplesse et de possibilités que le gérant peut faire ce qu'il veut, quasiment dans les règles du jeu, et l'objectif est d'épargner à court terme, mais également pour la retraite. C'est un levier quand même avec un abondement d'entreprise qui peut être extrêmement intéressant pour l'épargnant, c'est-à-dire aller chercher de l'épargne supplémentaire quand même jusqu'à 10 000 € à peu près par an. Et par contre, c'est aussi et surtout des avantages fiscaux, entreprises et épargnants. Donc, quand on arrive à avoir une partie de contrôle de ce qu'on fait, avec de la rémunération supplémentaire, tout en défiscalisant, honnêtement, on peut appeler ça une optimisation des revenus. Et bien évidemment, on a derrière une large gamme de supports de placement et beaucoup plus large de ce qu'on peut trouver en bancaire et beaucoup moins risqué que du PEA, par exemple. Groupama épargne salariale, donc c'est là que pour le coup, ça va être important de savoir chez qui on place. Donc là, la partie Groupama, effectivement, on doit répondre à certains critères, c'est important. Si on veut ces labels, on doit avoir quelque chose qui est responsable, on doit être certifié. Et enfin, le label d'excellence dont je parlais, c'est en fait notamment pour les tenues de frais de compte, la variété des supports et la gestion. Ça, ce sont aujourd'hui des critères qu'il faut être en capacité de regarder quand on veut mettre en place de l'épargne salariale, puisque pour le coup, voilà, c'est votre argent hein, en tant qu'épargnant, chef d'entreprise, salarié, vraiment, donc savoir où ça va. Je vais apporter une précision qui est importante pour conclure. Aujourd'hui, quand on se renseigne auprès des différents acteurs, vous allez rencontrer des acteurs bancaires ou assurances qui vont vendre du PEE et du PERCOL et ceux comme Groupama qui vont vendre du PEI et du PERCOLI. D'accord ? En soi, c'est exactement la même chose. Sauf qu'il faut savoir que lorsque vous mettez en place un PEE, il doit être validé par la directe. Quand vous mettez en place un PEI, il a déjà été validé par la directe. Donc, vous n'avez pas besoin de le faire. C'est-à-dire que l'organisme détenteur du produit a déjà soumis ces contrats-là à la directe qui a dit « Ok, vous pouvez les commercialiser sans que ça passe par nous. » Ah d'accord, c'est le même produit, mais il est validé en fait. Ouais. En gros, il est validé. C'est très important parce que dans la légalité, et là, on va attaquer un peu une partie juridique hein, pour conclure, mais tout ça ne se fait pas entre guillemets en un claquement de doigts si on fait du P2E ou du PERCOL classique. Alors, on parle toujours de P2E et de PERCOL, mais quand on signe l'ouverture du contrat, c'est bien marqué sur les dossiers, soit c'est marqué PEE, soit c'est marqué PEI. Quand c'est marqué PEE, c'est au chef d'entreprise de faire les démarches auprès de la directe avec son comptable, etc., pour faire valider, de renouveler si jamais il y a un avenant, cet accord de la directe. Quand on est sur du PEI ou du PERCOLI, c'est déjà fait, c'est clé en main. D'accord ? Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut savoir.
C'est beaucoup plus confortable, effectivement. Beaucoup plus confortable, surtout que c'est des choses qui peuvent être avenantées tous les ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fonction de ce qui va se passer dans l'entreprise. Donc, vous comprenez bien que derrière, si c'est un PEE pur et dur qui est mis en place, tous les ans, il faut revalider avec la directe. Si c'est un PEI, il n'y a pas besoin. C'est juste l'acteur qui détient le contrat qui va vous faire un avenant et hop, il est prévalidé. Donc, de toute façon, l'avenant, il n'a pas besoin de repasser par la directe. Et à ce moment-là, si un accord d'intéressement ou de participation est mis en place, seul cet accord doit être validé. Mais tout ce qui va être derrière, du coup, il n'y a pas besoin. Donc voilà, c'est un sujet sur lequel on pourrait s'étendre encore. Il y a tellement de choses à dire. Aujourd'hui, on avait quand même décidé de le faire dans les grandes lignes. Et derrière, éventuellement, s'il y avait des intéressés, il n'y a pas de souci. Je suis à disposition pour apporter des réponses. Et s'il y avait un besoin, pas de souci également. Au niveau de la CAPEB, on reviendrait vers moi pour faire des éléments. Oui, tout à fait. On vous transmet les demandes ou je ne sais pas si vous avez prévu, vous avez mis vos coordonnées là sur un slide, non? Pour que les entreprises puissent éventuellement vous contacter directement? Et non, mais par Bon, contre, je vais le eh ben, mettre c'est sur pas grave, comme ça. on fera le transfert, ça pose Ouais. aucun problème. Je vais juste te montrer un accord d'intéressement. Alors, par contre, je ne sais pas si je vais pouvoir y accéder. Normalement, si. Tac. Alors, là, tac, tac, tac. Voilà. Un modèle d'accord d'intéressement quand même, parce que... Donc, c'est visible là à l'écran. Pour l'instant, ça tourne. Ah. C'est visible ou pas? Toujours pas? Encore. D'accord. Non, ça s'est pas ouvert. Alors, je vais recommencer. On est toujours sur votre liste de choix là, mais... D'accord, c'est pour ça. À mon avis, il faut que je sorte et que je remette. Ah voilà, c'est bon là. OK. Alors, c'est voilà un accord d'intéressement quand même pour dédramatiser un peu les choses. En gros, globalement, on va avoir les éléments de la société, savoir de quelle façon va être mis en place. Alors, forcément, pour des entreprises qui n'ont pas d'organisation syndicale, ça ne va pas les concerner. Comité social et économique, on va être sur une ratification de la majorité des 2/3. Ça, c'est le mode de mise en place. Et en fait, on va voir que tous les articles légaux en fait, sont intégrés dedans. Donc, je ne vais pas vous lire tout, mais ce qui va être intéressant, c'est voilà, la durée de l'accord, les règles de modification, les règles d'arrêt de l'accord. Ensuite, les forfaits sociaux, donc on rappelle toutes les règles légales, les plafonds, on les rappelle également, les bénéficiaires. Est-ce que ces personnes, peu importe l'ancienneté, ou on peut mettre 3 mois d'ancienneté sur un accord d'intéressement. Le calcul de la prime, comment on va le calculer? Donc, en fait, on oriente énormément et on aide énormément à la mise en place. Les critères de résultat, si on prend un critère de résultat, voilà. Un critère de chiffre d'affaires. Et là, on peut rajouter d'autres critères. Donc ça, on le fournit nous, pour que vous puissiez le travailler avec les comptables et voir exactement ce que vous voulez mettre en place. Comment on le répartit? Est-ce que c'est uniforme? Est-ce que c'est proportionnel au salaire? Est-ce que c'est proportionnel au temps de travail? Et comment se fait le versement de la prime? Est-ce qu'il y a un plan d'épargne? Alors, on le voit bien ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Les sommes sont automatiquement investies dans le P2E ou PEI. Donc là, c'est important de bien mettre ce genre de choses parce qu'on ne sait pas ce qui est mis en place. Donc, chez Groupama, c'est forcément du PEI, mais c'est important de bien faire attention à ce que tout soit dedans. Donc, pour ne rien oublier, nous, on fournit quand même les bases. Donc, voilà. Et ensuite, on va avoir la ratification et la liste des salariés pour la ratification, avec les 3/4 salariés pour que ce soit validé. Je pense avoir fait le tour. Donc, je pense aussi, ça me paraît très clair. Bon, après, s'il faut rentrer dans le détail sur certains points, comme on le disait, on mettra en relation.
mais je pense que ça a été une vision à la fois très précise et très pratique de ce qui peut se faire. On a, je pense que tous plus ou moins appris quand même quelque chose parce que les mécanismes sont tels que c'est un petit peu compliqué quand on en parle. On a une vision un peu générale, un peu floue. Là, je pense qu'on a pu plaquer des images très pratiques sur ces images floues. Donc, on n'a pas de questions. Donc, bah, écoutez, merci beaucoup, Émilie, pour votre intervention. Merci à tous et à toutes pour votre écoute. Et puis, eh ben, on reste tous à votre écoute si nécessaire. Merci à vous tous. Très bonne journée.